et de vous remercier pour votre présence ce soir parmi nous. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Montfort, qui est juriste et philosophe, mère de famille. Madame Montfort fut également députée européenne de 1999 à 2004 et vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne. Elle est présidente de l'association Nouveau Féminisme Européen. Enfin, Madame Montfort a publié plusieurs ouvrages sur la théorie du genre, notamment ce petit livre que vous pourrez vous procurer à la fin de la conférence. Madame Montfort, au nom des AFC du Pays de Gex et de nous tous ici présents, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup de votre accueil. Alors, la salle est tellement grande qu'il y a un écho. Vous l'entendez aussi? Pas trop, c'est pas trop gênant. Bon. Et c'est bien, ça vous permettra d'entendre 2 fois la même chose. Parce que la question du genre est difficile, et là au moins, bien sûr, ça va bien rentrer. Alors, vous m'avez invité ce soir pour parler du genre. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, le genre, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain. Tout le monde en parle, mais sans préciser le sens. Si bien qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. Donc nous allons passer toute la soirée ensemble pour essayer de comprendre, de décrypter ce mot, ce concept de genre. Le concept de genre pose la question de l'égalité dans le cadre des politiques, la question de l'identité dans le cadre des politiques d'égalité. Qui suis-je? Qu'est-ce qui me permet de répondre à cette question qui suis-je? Le corps? Le rôle, la fonction sociale? L'orientation sexuelle? Qui suis-je? Pendant très longtemps, en français, nous n'avons utilisé qu'un seul mot, le mot sexe, qui signifiait à la fois sexe anatomique ou biologique et sexe social, c'est-à-dire groupe des femmes, groupe des hommes. Le sexe féminin pour parler du groupe des femmes, sexe masculin pour le groupe des hommes. Et puis, l'anglais s'est imposé dans toutes les instances internationales, et en anglais, nous avons 2 mots. Le mot sexe, sans E, qui se réfère exclusivement à l'anatomie ou à la biologie, et le mot gender, qui se réfère au sens social. Si bien que dans les textes européens, dans les textes de l'ONU, dans les textes de ces différentes instances internationales, le mot genre a remplacé le mot sexe, sans qu'il n'ait jamais été traduit. Et évidemment, quand on a un mot anglais comme le gender, d'ailleurs très longtemps en France, on a utilisé le mot gender. C'est assez récemment qu'on l'a traduit en français. Mais traduire gender par genre, c'est inexact et imprécis. La première fois que le mot a été utilisé, c'est à la suite des travaux de John Monnet. Alors maintenant, vous avez le texte, vous voyez, ça c'est pour les visuels. Pour les auditifs, je parle, et pour les visuels, vous pouvez regarder. Et pour ceux qui sont visuels et auditifs, vous avez beaucoup de chance, vous allez retenir 2 fois plus. La première fois que le mot gender a été utilisé, c'est aux États-Unis, dans les années 1950, par un psychologue, John Monnet, qui étudiait les enfants hermaphrodites ou asexués. Vous savez, ces enfants qui, à la naissance, n'ont pas d'organes génitaux clairement identifiés comme étant garçons ou filles. Et c'est terrible pour les parents. Le nouveau-né ne s'en rend pas compte. Après, ça pose des difficultés. Et c'est terrible pour les parents parce qu'ils ne savent pas si ils élèvent ce nouveau-né en petit garçon ou en petite fille. Quel prénom lui donner? Alors, on peut toujours donner des prénoms asexués, ça existe. En tout cas, John Monnet a observé que l'enfant se sent appartenir
au sexe assigné à la naissance. Et finalement, il établit une distinction entre le genre relevant du psychique ou du social et le sexe biologique. Première dissociation entre genre et sexe. Quelques années plus tard, un psychiatre américain, Robert Stoller, utilisera cette distinction genre-sexe non plus pour des personnes souffrant d'ambiguïté biologique ou anatomique, mais pour des personnes souffrant de contradictions entre leur sexe anatomique et leur ressenti psychique. Vous voyez, qui suis-je? Ils ont un corps d'homme, de femme, mais ils ne se sentent pas en accord avec leur corps sexuel. C'est ce qu'on appelle les transsexuels. Le féminisme américain va s'approprier cette notion de genre pour étudier le rôle social des femmes dans l'histoire et dans la société. Puis, dans un deuxième temps, pour étudier les rapports sociaux de sexe entre les hommes et les femmes. Et enfin, le concept de genre sera étendu aux réalités LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Le concept de genre va se déployer dans deux domaines. Donc vous avez bien compris que le concept de genre est né sur le terreau du féminisme. Le concept de genre va se déployer dans deux domaines. Le domaine social, au sens large, c'est-à-dire la famille, la profession, les métiers, et le domaine politique, et le domaine de la sexualité. Alors, je voudrais faire une remarque sur cette question, parce que pendant très longtemps, la sexualité est restée dans le domaine privé, puisque la sexualité appartient à l'intime de chaque personne. Mais, à partir de la loi Neuwirth sur la contraception, la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement, et puis plus récemment, à partir de la loi sur le Pax, et cette année la loi Taubira, la sexualité est sortie du domaine privé pour entrer dans le domaine politique. Et on n'a jamais autant parlé de sexualité qu'au moment du Pax et au moment de la loi Taubira. Donc désormais, la sexualité fait partie des questions qui sont traitées par la politique. Ces deux sphères sont des lieux de libération de la femme. La femme se libère par le travail et par la sexualité, plus précisément par la maîtrise de sa sexualité, de sa fécondité. Ce sont les féministes qui justement ont ce discours. Et on voit bien d'ailleurs le sens de la loi Neuwirth sur la contraception, le sens de la loi Veil, pour permettre aux femmes de maîtriser leur fécondité. Deux groupes de pression vont se saisir. Excusez-moi. D'habitude, je demande à tout le monde la question. Portable et le mien est souvent sur silencieux. Voilà, je le mets sur silencieux. Excusez-moi. Alors, deux groupes de pression, disais-je, vont se saisir de ce concept de genre. Ce sont les féministes radicales et le lobby gay. Et on peut parler d'ailleurs de connivence entre ces deux groupes, dans leur critique de la société patriarcale. Les féministes radicales, parce qu'elles dénoncent la domination de l'homme sur la femme, et le lobby gay, qui considère que cette société patriarcale est une tyrannie pour l'homosexualité, est une tyrannie de l'hétérosexualité, donc une tyrannie sur les homosexuels. Pour ces groupes de pression, les instances internationales comme l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen sont des lieux stratégiques où ces lobbies, ces groupes de pression vont essayer de faire entendre leur cause
et essayer de modifier le droit. Et je l'ai vu pendant tout mon mandat au Parlement européen, où tous ces groupes de pression essayaient d'influencer les parlementaires pour faire avancer leur cause et pour qu'ils votent de telle façon que leur cause soit prise en compte. Alors, si vous regardez, par exemple, sur le site de la Commission européenne, vous verrez que sur la page des politiques sociales, en anglais, on parle de gender equality, égalité de genre, et en français, sur la page traduite en français, on parle d'égalité hommes-femmes ou égalité des sexes. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le concept de genre est ambigu, car il y a plusieurs sens, parfois contradictoires. Et c'est la raison pour laquelle accepter sans nuance le concept de genre ou le rejeter sans nuance est tout aussi absurde. Il faut savoir de quoi on parle. Alors essayons d'avancer, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Quelles sont les différentes définitions qu'on peut donner au mot genre? Puisque ce mot genre, maintenant, depuis surtout le sommet de Pékin de 1995, le mot genre fait partie du vocabulaire des instances internationales. Je vous propose un premier sens, le sens usuel, c'est la grammaire, le micro, la table, l'homme, la femme. Donc, dans son sens usuel, le genre est la manière d'être ou le comportement de l'homme ou de la femme en lien avec son sexe biologique. Une manière d'être. Bon, moi je vous vois tous, puisque vous êtes en face de moi, je peux clairement dire qui est homme, qui est femme. Vous voyez, dans la manière d'être, la manière de s'habiller, la manière de se coiffer. Et on voit bien d'ailleurs que dans la manière d'être, il y a bien sûr le corps qui dit quelque chose, mais aussi la culture, l'environnement. Par exemple, en France ou en Suisse, en Europe, on ne s'habille pas de la même façon qu'en Afrique ou en Asie. Donc vous voyez le rôle de la culture, de l'environnement sur la manière d'être un homme ou une femme. Cette définition, ce sens usuel, s'appuie sur l'altérité des sexes. La manière d'être d'un homme ou la manière d'être d'une femme n'est pas identique. Alors vous me direz, une mode androgyne. Si vous allez à Paris, alors en province c'est un peu différent, mais à Paris c'est vrai que vous pouvez marcher derrière deux personnes et ne pas savoir si ce sont deux garçons ou deux filles. Parce qu'il y a une mode androgyne. Il n'empêche que dans la grande majorité des cas, on sait très bien distinguer la manière d'être d'un homme et d'une femme. Le deuxième sens, c'est le sens social. Le genre est une modalité relationnelle. Le genre se rapporte aux fonctions ou au statut de l'homme ou de la femme dans la société. Ce sens permet d'étudier les rapports sociaux des sexes, mais dans un sens domination-soumission. Car pour les féministes radicales, les relations humaines sont toujours des relations de pouvoir. Et ça nous permet de comprendre bien les choses. Elles sont très marquées par la pensée marxiste, et donc elles n'analysent la société que selon le schéma oppresseur-oppressé. Le sens social n'est pas idéologique, a priori. Et il est intéressant d'étudier le sens social, car les individus ne peuvent être réduits à leurs caractéristiques biologiques. On ne dirait pas des animaux, mais nous ne sommes pas des animaux. Ils sont aussi des êtres de relation où joue le psychologique et le social. Mais une première brèche idéologique s'ouvre. Les féministes radicales vont dénoncer les fonctions, les rôles, l'assignation qui est attribuée en particulier aux femmes en raison de leur sexe biologique. Alors, prenons un exemple, la maternité et les tâches qui lui sont liées
enferme la femme dans la vie privée, disent les féministes radicales. Alors c'est très intéressant de regarder l'histoire du droit de la famille, en particulier au XXe siècle, parce qu'au XXe siècle, on a absolument tous les modèles. Jusque dans les années 60, il était très mal vu qu'une femme travaille à l'extérieur. Mais en même temps, il faut dire que dans certaines professions, la femme a toujours travaillé. Et d'ailleurs, dans la très très grande majorité, la femme a toujours travaillé dans le milieu paysan, dans le milieu commerçant et dans le milieu artisan. Et finalement, il n'y avait que la haute bourgeoisie où les femmes ne travaillaient pas. Mais ensuite, après la période de l'industrialisation, à la fin du XIXe siècle, les hommes sont partis travailler à l'extérieur, dans les usines, les femmes sont restées plus volontiers à la maison pour élever leurs enfants. Et jusque dans les années 60, c'était très mal vu de travailler, même quand on n'avait pas encore d'enfants. Il a fallu attendre 1968, et donc ce mouvement de libération de la femme, pour que le travail soit un moyen de libération de la femme et que la femme quitte le foyer pour travailler. Donc aujourd'hui, dire, comme le font les féministes radicales, que les femmes sont enfermées au foyer pour élever leurs enfants, vous voyez que c'est plus notre modèle. Et d'ailleurs, la France, c'est intéressant de comparer avec les pays voisins, les pays européens. La France est un pays où le taux de travail, le taux d'emploi des femmes est très élevé, c'est à peu près 80%. Il est vrai aussi que plus une femme a des enfants, et moins elle travaille, ou plus elle travaille à temps partiel. Donc elle module son temps de travail en fonction de ses enfants. Alors, comment comprendre cette critique des féministes radicales? Vous savez peut-être qu'en ce moment, un projet de loi est en débat à l'Assemblée nationale. Il a été voté d'abord au Sénat, il va arriver à l'Assemblée nationale dans quelques jours. C'est la loi sur l'égalité homme-femme. Et par cette loi, plusieurs articles concernent le partage des tâches. Il s'agit pour les pères de famille de s'impliquer davantage dans la vie de famille. Alors, moi je suis tout à fait d'accord pour que les pères s'impliquent davantage dans l'éducation des enfants. D'ailleurs, j'ai un mari qui s'est pas mal impliqué. Mais considérer qu'il faut que le père passe autant d'heures que la mère dans la vie de famille et que ceci doit passer par une loi, ça pose quand même une question. Parce que quand on s'aime et quand on s'entend bien, on se rend service et on ne compte pas ses heures. Mais vous voyez, l'idée qui est derrière, c'est qu'on a longtemps attribué aux femmes un rôle et une fonction dans la vie privée, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, même lorsqu'elles travaillent, elles passent beaucoup plus d'heures que les hommes dans la vie de famille, au foyer. Alors, vous voyez, c'est une première brèche idéologique qui s'ouvre, en ce sens que, pour être égaux, parce que c'est toujours garder bien ça à l'esprit, le but c'est de répondre à la quête d'égalité, pour être égaux, pour que l'homme et la femme soient égaux, il suffit de s'identifier par une fonction, et non en tant qu'homme ou femme. J'ai rencontré récemment une parlementaire française, un député français qui a été ministre d'ailleurs, et très féministe, radicale, et elle me disait, moi je suis députée, et au moins, si je dis que je suis députée, je suis sûre que je suis égale avec mes collègues hommes. Alors que moi, je préfère dire que je suis femme députée. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, un mandat est éphémère. On ne reste pas député toute sa vie, alors qu'on reste femme toute sa vie, ou homme toute sa vie. Donc vous voyez, une première brèche idéologique, l'homme ou la femme pourrait s'identifier à partir d'une fonction, d'un métier, d'un statut, d'un rôle, sans prendre en compte le sexe biologique. Première brèche idéologique. Et puis, ce qu'on appelle justement ces rôles et ces fonctions attribuées à la femme, c'est surtout la femme qu'on regarde, s'appellent des stéréotypes, et pour atteindre l'égalité, il faut déconstruire les stéréotypes. Donc on voit bien que les féministes radicales proposent de dissocier genre et sexe. Elles ne nient pas le sexe biologique, mais elles préfèrent dissocier. Or,
Sylvia Magazinski, dans son livre Femmes entre sexe et genre, dit ceci: le sexe social n'efface pas la distinction homme-femme. Aucun a priori idéologique, mais une brèche idéologique peut s'ouvrir. Si justement on dissocie sexe et genre. J'en viens au troisième sens, qui est un sens psychologique ou subversif ou idéologique. Alors, je vais passer un petit peu de temps sur ce sens parce que c'est le plus difficile. Déjà, le sens psychologique, a priori non plus, n'est pas idéologique. Puisque, je vous ai dit tout à l'heure, l'homme ou la femme, bien sûr, ont un corps sexuel, mais ils ont aussi une perception psychologique de leur corps sexuel. Et en ce sens, l'identité sexuelle, c'est l'appropriation psychologique. Qu'est-ce que je pense être? L'appropriation psychologique de son corps sexuel. Ça se passe à l'adolescence. En général, ça se passe bien, même si nos ados sont parfois pénibles. Et parfois, ça se passe mal. Il n'y a pas cette unité entre perception psychologique et corps sexuel. Et c'est extrêmement douloureux pour les adolescents. Et parfois, ça dure très longtemps. Et c'est de cette façon qu'un garçon ou une fille peut devenir homosexuel ou transsexuel. Parce qu'il n'y a pas ce lien, si vous voulez, entre les deux. Le sens subversif ou queer, alors queer c'est un mot anglais, comme cette idéologie nous vient des États-Unis, il y a quelques mots anglais qui ont été maintenus dans notre vocabulaire. Le mot queer veut dire en anglais bizarre, c'est-à-dire sexualité flottante. Alors c'est très étonnant parce que ce mot était très péjoratif et il était donné aux personnes homosexuelles dans les années 60-70 aux États-Unis. Et finalement, le lobby gay s'est approprié ce mot et en a fait son identifiant. Très étonnant. Alors qu'au début, c'était très méprisant d'appeler les homosexuels queer. C'était une insulte. Et ils l'ont repris à leur propre compte. Donc, ce concept de genre va être étendu aux réalités LGBT et on va voir comment ce concept de genre non seulement dissocie genre et sexe, ce qui était vrai tout à l'heure dans le sens social, mais vont les mettre en opposition. Comment? Alors, c'est Judith Butler, l'américaine, qui a élaboré ce courant de pensée, cette philosophie, cette idéologie, dans son livre « Troubles dans le genre pour un féminisme de la subversion ». Alors son titre est intéressant parce qu'on voit tout de suite qu'il s'agit d'un sens subversif. C'est elle qui le dit. Son livre a été écrit en 1990 en anglais et il a été traduit en 2006 en français. Et on peut dire qu'en France, le concept de genre s'est diffusé à toute vitesse depuis 2006. Et on ne peut pas dire que le concept de genre, la théorie du genre, l'idéologie du genre, se soit diffusée à partir du 6 mai 2012. Vous voyez ce que je veux dire. Les esprits ont été préparés avant. Vous vous souvenez peut-être de la création de la chaire des études de genre à Sciences Po, ou bien de la présentation de la sexualité dans les livres de SVT selon le prisme de la théorie du genre. Donc ça date d'avant 6 mai 2012. Que dit Judith Butler? Dans son livre, c'est même dans son introduction, elle prétend élaborer une politique féministe qui ne soit pas fondée sur l'identité féminine. Alors, sur quoi va-t-elle fonder sa politique féministe? Pourquoi dit-elle ça? Parce qu'elle prétend que prendre en compte l'identité de l'homme et de la femme, c'est les enfermer dans un déterminisme naturel
Un déterminisme, vous savez, c'est une situation figée, dont on ne peut pas sortir. Donc ce serait enfermer l'homme et la femme dans un déterminisme naturel, c'est-à-dire à cause de leur corps sexué, à cause de leurs caractéristiques biologiques et anatomiques. Et d'ailleurs, elle réduise la nature à la biologie. Donc, pour sortir de cet enfermement du corps sexué, qui ne laisse pas la place, je vous l'ai dit tout à l'heure, aux diverses sexualités, elle propose de remplacer la société, la distinction homme-femme, par des individus qui choisiraient leur genre en fonction de leurs orientations sexuelles. Vous n'êtes pas homosexuel, vous êtes hétérosexuel. Vous n'êtes pas hétérosexuel, vous êtes homosexuel. Donc vous voyez, dans les deux cas, homme-femme ou hétéro-homo, tout le monde s'y retrouve. Donc vous voyez comment elle arrive à reconsidérer notre société qui ne serait plus fondée sur la distinction homme-femme, sur l'altérité, sur la différence des sexes, mais sur des sexualités variées. Le genre devient cette identité fondée sur l'orientation sexuelle. La différence des sexes est remplacée par la variété des sexualités. Et c'est vraiment le point de rupture anthropologique du concept de genre. Donc vous voyez qu'il faut être très prudent quand on parle du genre, il faut vraiment définir et dire de quoi on parle. Parce que vous avez vu au début, les connaissances que je vous ai données n'ont rien d'idéologique et sont tout à fait acceptables. Là, nous sommes vraiment dans une rupture anthropologique qui a évidemment des conséquences dans le droit. Je vais vous lire encore Sylvia Magazinski. Alors Sylvia Magazinski est philosophe et c'est aussi la femme de Lionel Jospin. Elle écrit, je vous l'ai dit tout à l'heure, un livre très intéressant qui est sorti en juillet 2012, Femmes entre sexe et genre. Je la lis. On ne semble pas remarquer que la revendication du mariage homosexuel ou de l'homoparentalité n'a pu se formuler qu'à partir de la construction ou de la fiction de sujets de droit qui n'ont jamais existé, les hétérosexuels. Qu'est-ce que c'est un sujet de droit? C'est un individu qui est titulaire de droit et qui est acteur, c'est-à-dire qui possède des droits sur des objets de droit. Alors, ça c'est une distinction qui nous vient du droit romain, qui distingue les sujets de droit et les objets de droit. Les sujets de droit sont des personnes libres et responsables, c'est l'homme et la femme. Il n'y en a pas d'autres. Et quand je dis l'homme et la femme, ça peut être aussi l'enfant. Même si, jusqu'à sa majorité, il a en quelque sorte un tuteur, ses parents. Et les objets de droit, c'est tout le reste. Les animaux, les choses, les objets, vous voyez, tout ce sur quoi on a des droits. Les parents sont responsables de leurs enfants, mais ils n'ont pas le droit de vie et mort sur leurs enfants. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Et ils exercent leurs droits, enfin les droits des enfants, en leur nom tant qu'ils ne sont pas majeurs. Alors donc il y a une véritable rupture entre les sujets de droit hommes-femmes et les nouveaux sujets de droit hétérosexuels, homosexuels. Comment cette question a pu être se poser? Parce que un mot nouveau a été inventé, le mot hétérosexualité, qui en fait est la même chose que l'homosexualité. Je l'explique. C'est un appétit, un goût, un désir de sexualité à l'égard d'une personne. Alors, ça peut rester à l'état du désir, d'intention, ou ça peut se réaliser en acte. Donc c'est la même chose. Sauf ce qui change, c'est l'objet du désir.
Pour l'hétérosexuel, c'est une personne de sexe différent, et pour l'homosexuel, c'est une personne de même sexe. Et vous voyez que dans les deux cas, il y a une réduction de la personne à sa sexualité. La sexualité est évidemment une caractéristique de la personne humaine, j'en parlerai tout à l'heure, mais on ne peut pas identifier la personne humaine, homme ou femme, qu'à partir de sa sexualité. Vous voyez la différence? Et donc c'est vraiment une révolution anthropologique. L'anthropologie, c'est l'étude de l'humanité, de l'homme, de la femme, et des relations entre les deux. Donc c'est véritablement une rupture anthropologique parce que ce que propose Judith Butler, c'est de considérer les individus non pas dans leur totalité unifiée, mais en tant qu'hétérosexuels et homosexuels. Dès lors que le mot hétérosexuel est inventé, et c'est à la fin du XIXe siècle, il est facile de regarder, puisque c'est un sujet de droit, qui a remplacé l'homme et la femme, il est facile de regarder de quel droit il est titulaire. Et en ce qui concerne le débat qui a eu lieu cette année, eh bien, c'est vrai que jusqu'au 17 mai 2013, les hétérosexuels pouvaient se marier et avoir des enfants. C'est-à-dire qu'ils étaient reconnus comme parents de leurs enfants, qu'ils faisaient naturellement, ou par adoption, ou par recours à la PMA. Voilà les droits des hétérosexuels. Donc par analogie, par recherche d'égalité, tout le combat et toutes les revendications qui ont été menées pendant plus d'un an finalement, a été de revendiquer pour les homosexuels les mêmes droits que les hétérosexuels. Vous voyez comment cette question a pu se poser dès lors que la société n'est plus fondée sur la distinction homme-femme, mais que cette distinction homme-femme est remplacée par des individus qui s'identifient à partir de leur sexualité ou à partir de leur orientation sexuelle. C'est tout à fait intéressant, parce qu'on voit comment les esprits ont été préparés à ce nouveau référentiel. Il s'agit bien d'un nouveau référentiel. Donc ne perdez pas de vue que nous réfléchissons à la quête d'égalité et donc à la question de l'identité. Qui suis-je pour être égal à l'autre, aux autres? Si l'hétérosexuel a des droits, l'individu qui s'identifie comme homosexuel doit avoir les mêmes droits par voie de conséquence. Le Sylvia Magazinski dit aussi les genres, dans la pensée du Butler, au sens idéologique, dépendraient des conduites sexuelles sans rapport avec la distinction homme et femme. Quels sont les buts recherchés par les féministes du genre? Premier but, répondre à la quête d'égalité. Je vous ai dit tout à l'heure, Judith Butler prétend que la différence des sexes rend impossible l'égalité entre les individus, entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à penser ensemble égalité et différence. Parce que la différence est synonyme de hiérarchie. On est encore dans la pensée marxiste. Alors que quand on réfléchit bien au mot égalité, on ne peut parler d'égalité justement que pour des réalités différentes. En face de moi, il y a quelques chaises vides, donc je les vois bien. Je ne vais pas dire qu'il y a égalité entre deux chaises. Je vais dire que ce sont les mêmes chaises, elles sont identiques. On ne parle d'égalité que pour des réalités différentes. L'homme et la femme sont différents. Tout à l'heure, on verra en quoi ils sont différents. Alors, je peux parler d'égalité. D'ailleurs, c'est cette même différence entre hétérosexualité et homosexualité qui justifie l'égalité des droits entre les deux. Donc, vous voyez, si vous cherchez une cohérence dans cette pensée idéologique,
vous êtes mal parti. Il faut plutôt voir la démarche des arguments, comment les arguments s'imbriquent les uns dans les autres pour arriver à répondre à cette quête d'égalité. Alors, comment répondre? Puisque si la distinction homme-femme est impossible, empêche l'égalité entre les individus, il ne reste qu'une solution, c'est l'indifférenciation des sexes. Judith Butler ne dit pas que le corps sexué n'existe pas, mais elle dit que le corps sexué ne dit rien, il est muet sur l'identité des individus. Donc on met le corps sexué de côté et elle déclare qu'il faut à tout prix arriver à l'indifférenciation des sexes. Comment? Par l'indifférenciation des fonctions. Vous voyez, on retrouve la première brèche du genre du sens social de tout à l'heure. Par exemple, pour prendre un cas concret, le parent, c'est celui qui éduque. Peu importe qu'il soit homme ou femme. Indifférenciation des fonctions qui conduit à la différenciation des sexes. Et enfin, un certain nombre de projets de loi, aussi bien au Parlement européen qu'en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne, qui contribuent, qui conduisent à la différenciation des sexes. Par exemple, actuellement, une résolution est en débat au Parlement européen pour le partage des tâches, dont je vous parlais tout à l'heure, partage des tâches, l'implication des pères dans l'éducation des enfants. Là encore, est-ce que le père qui s'implique dans l'éducation des enfants le fait en tant qu'homme, en tant que père, ou comme Claude de la mère? Et oui. Vous voyez, l'indifférenciation des fonctions conduit à la différenciation des sexes. Deuxième but recherché par les féministes du genre, c'est de sortir des contraintes de la nature. Nous n'avons pas choisi notre corps sexuel. Et oui. Et finalement, quand on regarde notre vie, il y a un certain nombre de choses, de réalités qu'on n'a pas choisies. On n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi son nom, on n'a pas choisi le milieu dans lequel on vit, on n'a pas choisi son intelligence, on n'a pas... Finalement, il y a plein de contraintes dans notre vie. Alors, on peut changer de prénom, on peut en prendre le deuxième ou le troisième, on peut changer de parents, c'est un peu difficile, on peut relier ses parents. Enfin, bon, finalement, quand on regarde notre vie, nous avons beaucoup de contraintes. Alors, est-ce que ces contraintes nous enferment dans une situation figée dont on ne peut pas sortir? Ou bien est-ce que la liberté ne serait pas justement d'accepter toutes ces contraintes et de les dominer, de les maîtriser? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Un animal ne peut pas maîtriser ses contraintes, il vit par instinct. L'homme et la femme vivent par passion, par pulsion. Mais on peut maîtriser ses pulsions. C'est tout le rôle de la liberté et de la volonté. Donc, pour les féministes du genre, il s'agit de sortir des contraintes du corps sexué que l'individu n'a pas choisi. Et pour être libre, l'individu va s'affranchir du corps sexué en le mettant de côté et en déclarant que ça n'a aucune importance d'être homme ou femme, d'être sexuellement identifié. Et finalement, le genre ne prendra pas en compte le corps sexuel, le genre au sens idéologique. Et enfin, troisième but, c'est de s'autodéterminer. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure des parents. Le parent, c'est celui qui décide et qui a la volonté d'être parent, même si les circonstances ne permettent pas d'être parent, comme c'est le cas pour 2 femmes ou 2 hommes. Et la loi doit reconnaître cette revendication de l'identité de l'individu. Dans ce contexte-là, le droit suprême de l'individu, c'est le droit à être moi. Vous vous souvenez peut-être de Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est un petit peu cette idée-là. Je suis ce que je veux être, ça c'est le féminisme du genre, et non pas je veux être ce que je suis. Homme, deviens ce que tu es. Vous voyez la différence entre les deux. Or,
le nouveau-né qui naît, quand vous avez accouché, le gynéco n'a pas dit « oh, le beau petit bébé ». Il a dit « le beau petit garçon et la jolie petite fille ». En général, c'est des adjectifs qui vont avec petite fille, petit garçon. Donc, le premier mot qui est donné à la naissance, c'est une fille, c'est un garçon. Alors, ensuite, bien sûr, nous avons toute notre vie pour nous accomplir en tant qu'homme, en tant que femme, évidemment. Et on ne peut pas dire qu'à la naissance, tout est donné, tout est fait, tout est figé, tout est déterminé. Sûrement pas. Justement parce que l'être humain est un être libre. Bon. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose de dire « je faisais ce que je suis » et donc s'inscrire dans le devenir jusqu'à notre mort, ou « je suis ce que je faisais, je suis ce que j'ai décidé d'être ». Voilà les buts recherchés par le féminisme du genre: répondre à la quête d'égalité, sortir des contraintes de la nature, du corps sexuel en particulier, et s'autodéterminer selon eux. Quelles sont les conséquences pour notre société? Et on voit bien que cette idéologie du genre, donc le concept de genre dans son sens idéologique, est une idéologie de déconstruction, qui instaure une culture de dissociation. La cible privilégiée de déconstruction, c'est la famille. Et c'est d'ailleurs Judith Butler qui le dit. Pourquoi la famille? Parce que la femme est maintenue sous la domination de l'homme. Dans la vie privée, vous voyez, c'est toujours ça. Elle est maintenue dans la vie privée, la vie familiale. Et elle maintient la tyrannie de l'hétérosexualité. Une féministe du genre intéressante, Monique Wittig, qui a écrit La pensée straight. Alors, straight, ça veut dire juste, mais bon, c'est plutôt pour se manquer de la pensée des bien-pensants. Elle est lesbienne et elle dit « Comme je suis lesbienne, je ne peux pas être femme. Seuls les individus féminins, elle parle même de femelles, seules les femelles qui vivent avec un mâle peuvent s'identifier comme femmes. Parce que dans ce contexte-là, dans ce couple, on peut s'identifier comme homme et femme, et c'est dans ce couple que se maintient l'hétérosexualité. Donc la famille est le lieu par excellence, d'après Judith Butler, de l'asservissement de la femme par l'homme et de l'éducation de l'enfant à l'altérité. Je vous ai parlé des nouveaux acteurs. Je voudrais vous dire quelques mots sur le droit, surtout compte tenu de ce que nous avons vécu cette dernière année. Justement, un certain nombre de juristes, je pense en particulier à Daniel Goriot, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Daniel Goriot enseigne à Nanterre, il est professeur de droit privé. Et il prétend que notre droit de la famille, avant le 17 mai 2013, il prétendait que notre droit de la famille est un droit qui fait le prosélytisme de l'hétérosexualité. Parce que le mariage, jusqu'au 17 mai 2013, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Alors c'est tout à fait intéressant d'ailleurs de lire l'exposé des motifs du projet de loi Taubira, qui était adopté, donc c'est la loi Taubira. L'exposé des motifs, vous savez, c'est quelques pages, là il y avait quand même une page, sur un texte de loi qui faisait 30 pages, donc c'est très long comme exposé des motifs. Cet exposé des motifs disait, pendant très longtemps, nous n'avons pas eu besoin de spécifier que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Tant cela relève de l'évidence. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est deux aspects. C'est l'union d'un homme et d'une femme en vue de la filiation. Et c'est bien le lien entre la conjugalité, lien horizontal entre les deux époux, et la verticalité
le lien de filiation qui justifie que les époux, les acteurs dans le mariage sont bien l'homme et la femme. À partir du moment où les sexes sont indifférenciés, où il faut satisfaire les mêmes droits pour les homosexuels que pour les hétérosexuels, alors c'est une refonte totale de notre droit de la famille, qui ne parle plus du père et de la mère, de l'époux au masculin ou de l'épouse, de la femme et du mari, mais qui maintenant parle des parents, c'est un terme asexué et neutre, ou des époux asexués et neutres. Vous voyez, là, on est vraiment dans la reconnaissance juridique de l'indifférenciation du sexe. Et donc, toute cette mécanique intellectuelle, intéressante sur le plan intellectuel, évidemment, parce qu'on voit bien que c'est une belle construction avec des arguments intéressants, mais qui ne prend pas en compte la réalité. La réalité du corps sexué, la réalité de l'union de l'homme et de la femme, justement dans l'engendrement. Donc, toute cette argumentation a pour but de créer des nouveaux droits. Droit au mariage, droit à l'adoption, la France a adopté la loi Taubira, droit à l'enfant, alors on va voir ce que va être le prochain projet de loi sur la famille. Il y aura sans doute le statut du beau-parent, il y aura sans doute le recours à la PMA pour les couples, enfin pour les femmes. Mais vous voyez, par souci d'égalité, pourquoi ne pas permettre le recours à la GPA pour les hommes? J'ai été auditionnée par le rapporteur Edouard Binet, qui est député de la Drôme, la Vienne, et nous avons parlé évidemment de l'égalité des hétérosexuels, des homosexuels, des hommes, des femmes, des couples, l'égalité des couples. Et je lui ai dit, vous voulez déposer un amendement sur la PMA. Finalement, il n'y a pas d'amendement sur la PMA qui a été déposé. Enfin, lui, il le voulait. Mais parce que vous êtes favorable à la PMA pour les deux femmes. Si vous déposez un amendement sur la PMA, vous serez obligé de déposer un amendement sur la GPA, par souci d'égalité des hommes par rapport aux femmes. Et il me répond ceci. Ah non, vous ne pouvez pas dire que sur le plan biologique, deux hommes, c'est comme deux femmes. Alors oui, la femme peut être enceinte, pas l'homme, ni vu ni connu, on ne sait pas d'où vient le sperme. Et oui, c'est ça la différence. Alors j'ajoute, là je suis complètement d'accord avec vous, je vais même prolonger votre pensée, vous ne pouvez quand même pas dire que sur le plan biologique, deux femmes, c'est comme un homme et une femme. Donc vous voyez, quand on parle de cohérence, il n'y a pas de cohérence. Le but de toutes ces revendications, c'est de satisfaire de nouveaux droits. Droit à l'enfant. Et donc droit à être parent. Donc vous voyez à quel point cette idéologie du genre, en tant qu'idéologie de déconstruction, dissocie éducation et procréation. Or, deux femmes ou deux hommes peuvent éduquer un enfant ensemble. Cela n'a rien de choquant, cela est déjà arrivé avant la loi Taubira. Mais on ne peut pas dire à l'enfant que les deux femmes ou les deux hommes sont ses deux parents. Donc, vous voyez, dissociation, procréation et éducation. Et seuls l'homme et la femme, ensemble, peuvent engendrer, même si on a recours à la PMA. C'est toujours, à l'origine, un homme et une femme. Et Sylvain Agassiz, toujours, qui a aussi écrit un livre, Le corps en miettes, disait ceci: nous avons considéré les gamètes, c'est-à-dire les ovules ou les spermatozoïdes, comme des cellules comme les autres. Or, ce ne sont pas des cellules comme les autres, car elles portent le patrimoine génétique d'un homme ou d'une femme. Ce ne sont pas des cellules comme les autres.
Et d'ailleurs, sur un plan juridique, le don de gamètes, ovules ou ovocytes, est intégré à la partie d'un code de la santé, à la partie don d'organes. Ce qui est très différent. Les cellules reproductives portent le patrimoine de l'homme ou de la femme. Et ça n'est pas rien. Alors, venons-en maintenant dans une deuxième partie aux études de genre. Parce que quelles conséquences? Je vous ai parlé des conséquences dans le droit, évidemment, en particulier dans le droit de la famille, mais on pourrait aussi parler dans le droit social. Par exemple, est-ce que vous savez, mesdames, que vous payez votre police d'assurance pour la voiture plus cher que l'année dernière? Donc, pourquoi? D'abord, pourquoi on payerait une police d'assurance moins chère que les hommes? Parce que les femmes sont un petit peu plus prudentes, et donc elles ont moins d'accidents, donc elles ont un bonus. Et c'est insupportable. Au nom de l'égalité, pourquoi est-ce qu'on fait une différence de traitement entre l'homme et la femme? Et là encore, il y avait une décision de du Conseil constitutionnel il y a 2 ans, c'était justement à propos du mariage, et la question qui était posée, c'est: est-ce qu'on peut considérer de la même façon 2 hommes ou 2 femmes avec un couple homme-femme par rapport au mariage? Et le Conseil constitutionnel a dit: l'égalité n'est pas remise en cause si une différence de traitement existe par rapport à des situations différentes. Le principe d'égalité n'est pas remis en cause. Il s'en remettait finalement au législateur pour modifier la loi sur le mariage. Alors donc, en venant aux études de genre, nous avons vu les conséquences sur le droit de la famille, sur le droit justement social, sur différents droits particuliers. Venons-en maintenant à l'éducation et à la question des études de genre. À partir de cette question, l'enseignement du gender, est-ce un mythe ou est-ce une réalité? On va essayer d'y répondre. Vous vous souvenez peut-être de la lettre du ministre de l'Éducation nationale, le 4 janvier 2013, une lettre adressée à tous les recteurs d'université. Je vous ai mis juste une petite 2 ou 3 phrases qui me paraissent importantes dans cette réflexion sur le genre. Le gouvernement s'est engagé, c'est d'ailleurs la première phrase, le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par l'éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. C'est très étonnant pour un ministre de l'Éducation nationale, parce que vous avez peut-être entendu parler des derniers chiffres de l'OCDE. La France n'est pas en bonne position. Donc on peut penser que l'obsession d'un ministre de l'Éducation nationale, c'est de faire en sorte que tous les élèves, quand ils arrivent en 6e, sachent parfaitement lire, écrire et compter. Et quand je dis compter, c'est le calcul mental, pas sur les doigts, ou sur la calculette, les téléphones. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale veut s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, en particulier dans le domaine des orientations sexuelles. J'attire votre attention sur la mise en œuvre du programme d'action contre les violences et les discriminations à raison de l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Alors, ce programme a été adopté par le gouvernement en octobre 2012 et il sert en quelque sorte de texte de référence à tous les programmes adoptés par les différents ministères en matière d'égalité. C'est vraiment le texte de référence. Vous pouvez le lire. C'est très étonnant parce qu'il n'y a pas de référence en général quand il y a un programme d'action, d'éducation, il y a toujours des références à des textes. Et là, il n'y a jamais de référence en bas de page. Voilà. Par exemple, en ce qui concerne l'orientation sexuelle et les discriminations, c'est le 2e paragraphe du texte, en France,
D'après les dernières enquêtes réalisées, un homosexuel sur 4 a déjà été agressé physiquement en tant qu'homosexuel au cours des 10 dernières années. Quelles sont ces dernières enquêtes? Par qui ont-elles été conduites? On ne sait pas. Alors, on a un indicateur. Vous vous souvenez peut-être de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Vous vous souvenez de la HALD? C'est intéressant de lire les conclusions, les bilans de la HALD de chaque année, parce qu'on voyait par rubrique le taux de dépôt de plainte en matière d'emploi, en matière de racisme et en matière de harcèlement sexuel, par exemple, vis-à-vis des femmes, ou en matière d'homophobie. Les derniers chiffres datent d'avril 2011, puisque la HALD a été absorbée par le défenseur des droits. La HALD n'existe plus. Mais maintenant, c'est le défenseur des droits qui fait le même travail et qui reçoit les plaintes. Dans les chiffres de 2011, le taux de dépôt de plainte relative à l'homophobie est de 2,6%. Vous pouvez le retrouver sur Internet. C'est encore trop. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce document. Et encore, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai jamais la réponse, les plaintes déposées au nom de l'homophobie étaient regroupées avec les plaintes déposées au nom de la famille, au nom des discriminations par rapport à la famille. Et je n'ai jamais eu d'explication. Donc vous voyez sur les tableaux, homophobie et famille. Donc, discrimination à l'égard de famille. Alors je ne sais pas de quoi il peut s'agir. Bon. Donc toujours est-il que les chiffres sont quand même très très bas, mais il n'empêche que nous avons cette phrase dans ce document. Comment le ministre de l'Éducation nationale, donc je vous ai dit que tous les ministères finalement s'appuient sur ce programme pour mettre en œuvre des politiques d'égalité. Donc c'est toujours lutte contre les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. L'identité de genre étant prise dans son sens idéologique, c'est-à-dire indifférenciation des sexes. Nous avons, pour répondre à la question de l'enseignement du genre à l'école, nous avons plusieurs indices, et en particulier le projet de loi de refondation de l'école. D'abord, je voudrais vous poser une question. D'après vous, est-ce que le gender sera enseigné à l'école? Vous pensez que le gender sera enseigné à l'école? J'entends des oui. Eh bien, non. Il n'en a jamais été question. Jamais. Alors, vous avez pu le lire dans des textes, dans des articles, sur des sites, il n'en est jamais été question. Quand on parle d'enseignement, de quoi s'agit-il? On va prendre l'enseignement d'histoire. Il y a un livre d'histoire. Et puis, on déroule des événements, on étudie certaines périodes de notre histoire. En ce qui concerne le genre, de quoi s'agit-il? On a des documents et on voit comment le genre est utilisé comme instrument pour étudier la question de l'égalité, par exemple, dans la société. Ça n'est pas du tout ça ce qui est prévu. Et puis, quand on parle d'enseignement du genre, c'est 1 heure par semaine, 1 heure par mois, 1 heure par trimestre, peu importe. C'est un temps bien déterminé. C'est exactement ce qui se passe dans les universités, dans certaines universités, ou à Sciences Po. Il y a depuis 2 ans une chaire sur les études de genre. Donc c'est clairement identifié comme étude de genre. Et d'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait pas cet enseignement. Pourquoi? On peut enseigner la doctrine marxiste, alors vous avez dû comprendre que je ne suis pas marxiste. On peut enseigner la doctrine marxiste en terminale, en sciences éco, donc il faut trouver l'âge adapté, évidemment, sans que les élèves ne deviennent marxistes, à condition de donner des clés de discernement. On peut enseigner le genre en philosophie, en sociologie, donc en terminale, peut-être en première,
sans que nos enfants ne soient marqués par l'idéologie du genre, à condition de leur donner des clés de discernement. Dans le cadre du projet de loi, la loi, puisqu'elle a été votée le 7 juillet 2013, donc dans le cadre de la loi de refondation de l'école, il ne s'agit pas de l'enseignement du genre, mais de l'éducation à l'égalité de genre. Est-ce que vous saisissez la nuance qui est subtile, j'en conviens? Dans un cas, enseignement du genre, on voit tous les sens du genre, les possibilités, les cas concrets de discrimination, de tout ça, à partir de documents. Dans le cas de l'éducation à l'identité de genre, on va diffuser d'une manière imperceptible pour l'enfant une idéologie, non pas une heure par semaine, mais dans la manière de présenter l'histoire, dans la manière de présenter la littérature, dans la manière de présenter les cours d'éducation sexuelle obligatoires. Vous saisissez la différence entre les deux. Vous voyez comme c'est tout à fait différent. Et donc, quand j'entends certains dire au secours, l'enseignement du genre, c'est pour demain, non, c'est bien plus grave. Parce que le gender pour les enfants va être insaisissable, cette idéologie va être insaisissable, mais par petites touches, par des petits livres, on va leur faire lire le livre, par exemple, Papa porte une robe. Alors, quand on regarde le livre, il n'est pas inintéressant. C'est un père de famille qui perd sa femme et qui, pour vivre, se déguise en femme. Bon, c'est du théâtre. Et donc, si vous voulez, rien n'est dit, mais il y a des brèches. Et c'est en permanence des brèches. Et c'est ça, c'est toute la différence entre l'enseignement et l'éducation à l'identité de genre. Donc c'est imperceptible. Mais c'est, d'ailleurs, nous aussi en tant que parents, quand on éduque nos enfants, on ne leur dit pas, allez, aujourd'hui, on s'assied et on va parler, par exemple, de sexualité. Et puis vous écoutez. Alors je vais vous dire, vous prenez un crayon, vous prenez des notes. Non. L'éducation sexuelle commence par le témoignage de l'amour de l'homme et de la femme, du père et de la mère, de l'époux et de l'épouse. Et on voit bien que dans l'éducation, on transmet à nos enfants ce qu'on croit être le meilleur, avec nos limites et nous ne sommes pas parfaits. En tout cas, on leur transmet ce qu'on croit être le meilleur par différentes manières. Et bien là, ce sera la même chose, sauf que l'enjeu n'a rien à voir. Donc, il faut être d'une très grande vigilance. Comment vous avez peut-être entendu parler de ce fameux amendement dans ce projet de loi pour l'école. L'école crée les conditions de l'éducation à l'égalité de genre. Finalement, l'amendement a été retiré à la demande du ministre. Alors on peut dire l'éducation à l'égalité de genre n'a pas été retenue dans la loi, donc ne doit pas être diffusée dans les écoles. Et bien, malgré le retrait de cet amendement, le gender, l'idéologie du genre, va se diffuser dans les écoles à partir de 3 leviers. L'éducation à l'égalité, la lutte contre les stéréotypes, la lutte contre l'homophobie. Et vous voyez à quel point ces mots sont piégés. Qui est contre l'égalité? Personne. Mais dans le sens, et on voit bien déjà les textes, parce que vous voyez, j'ai sous la main le programme ABCD de l'égalité, donc c'est ce programme ABCD de l'égalité qui va être utilisé justement pour diffuser cette égalité de genre. Vous le trouvez sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc dans ce programme, on voit bien qu'il y a une tentative, donc là aussi c'est des brèches, vous voyez, c'est pas dit clairement, mais il faut lire entre les lignes, de faire croire aux petites filles et aux petits garçons, quelles petites filles et petits garçons, c'est la même chose, indifférenciation des sexes. Donc, l'égalité sera vue
sous cet aspect-là, indifférenciation des sexes, dans cet objectif-là. Les stéréotypes, évidemment, personne ne peut accepter d'être enfermé dans un stéréotype. C'est épouvantable, c'est un cliché, c'est enfermant, c'est même violent. Mais on ressort les vieux stéréotypes du siècle dernier pour justifier la lutte contre les stéréotypes. Donc on ressort le mythe des petits garçons en bleu et des petites filles en rose, comme si aujourd'hui toutes les petites filles étaient en rose et tous les petits garçons en bleu. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'à l'Assemblée nationale, la femme députée qui a déposé cet amendement, qui est une femme avec beaucoup de charme d'ailleurs, et elle avait une veste rose. Et elle disait, du haut de son micro, de sa tribune, elle disait il faut mettre fin aux stéréotypes, au bleu pour les petits garçons et au rose pour les petites filles. Mais oui, madame. Donc, vous voyez, qu'est-ce que c'est les stéréotypes? C'est tout ce qui se réfère directement ou indirectement à l'homme ou à la femme. Alors, c'est vrai qu'il y a des clichés, c'est vrai, et c'est insupportable. Donc, s'il y a des clichés, il faut tout faire pour les mettre de côté. Par exemple, dans le domaine de l'éducation des enfants, la mère n'est pas l'exclusive éducatrice. Le père aussi est éducateur. Vous voyez? Mais il faut se méfier, là aussi, du concept de stéréotype qui est plus teinté d'idéologie et qui, là encore, a pour but de gommer toutes les différences. Et puis enfin, la lutte contre l'homophobie. Qui est pour l'homophobie? Personne. Qu'est-ce que c'est que l'homophobie? L'homophobie est définie dans le code pénal. C'est tout acte de violence, tout acte ou toute parole de violence commise à l'égard d'une personne en raison de son homosexualité. C'est très clair. Et l'homophobie est un délit puni par la loi. Mais au cours des années, au cours des revendications du lobby LGBT, le mot homophobie a changé de sens. J'entendais Nicolas Bouguin, c'est pour ça que je l'ai mis, qui est le porte-parole de l'inter-LGBT au mois de juin, répondre à une question d'un journaliste à la radio. Est-ce que vous pensez que la France est homophobe? Oui, elle est homophobe. Alors, le journaliste marque son étonnement et dit « Mais comment vous pouvez dire ça ?» Mais, monsieur, dit-il, regardez ce qui s'est passé dans les rues. Il y a plus de la moitié des Français qui sont contre le mariage pour les homosexuels. Donc vous voyez bien que la France est homophobe. Le mot homophobie a changé de sens. Il est attribué aujourd'hui à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec les revendications en matière de mariage et en matière de filiation pour des personnes de même sexe. Donc vous voyez comment on glisse, comment on transforme, on change le sens d'un mot pour pouvoir argumenter. Et donc il faudra apprendre dans les petites classes, dès la maternelle, que toutes ces personnes sont respectables, ce en quoi je suis, alors évidemment, à 100% pour. Mais est-ce que vous croyez qu'en maternelle, à 3 ans, il faut déjà parler de toutes ces questions de pratiques sexuelles, d'orientation sexuelle? Chaque chose en son temps. Et là encore, une chose est le respect, une autre est l'information. Et l'information, ce n'est pas l'éducation. Alors, ce programme ABC d'égalité sera complété par des cours d'éducation sexuelle. Et peut-être avez-vous entendu parler de la ligne Azur. Dans sa lettre adressée au recteur d'académie, le ministre de l'Éducation nationale recommande au chef d'établissement et au recteur d'académie d'utiliser la ligne Azur pour l'éducation sexuelle des enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de lire la ligne Azur, et en particulier un document qui est resté quelques mois et qui a été retiré parce qu'il y a quelques personnes qui ont manifesté leur opposition, c'est Tomber la culotte. Je ne sais pas si certains parmi vous avez entendu parler de ce document. Ce n'est pas
un document pour informer sur l'homosexualité, en l'occurrence le lesbianisme, mais c'est un document de propagande avec des objets, avec des attitudes que les filles, parce que ça s'adresse à des filles de 15 ans, peuvent avoir pour justement faire l'expérience du lesbianisme. Et le dernier chapitre concerne le sadomasochisme. Donc, encourager les chefs d'établissement à utiliser le site Azur avec ce genre de documents, ce genre d'informations, évidemment, ça peut créer des inquiétudes chez les parents. Bon, j'avais mis quelques définitions, quelques citations, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, non, il reste quelques minutes pour conclure. Le temps avance. Bon. Ce sont, je les ai à peu près dites. Bon, peut-être Judith Butler, lorsqu'on théorise le genre comme une construction qui n'a rien à voir avec le sexe, le genre devient lui-même un artifice flottant. Ce qui implique que homme et masculin pourraient tout aussi bien désigner un corps masculin qu'un corps féminin, et femme et féminin, un corps masculin ou féminin. Donc vous voyez cette rupture et cette déconstruction homme masculin, femme féminin. Je laisse Sylviane Agazinski et j'en viens à ma conclusion. Faut-il s'inquiéter de l'idéologie du genre? Certainement pas. Alors, vous allez sortir de là en disant, bon, il n'y a pas seulement du genre, il ne faut pas s'en inquiéter. Où allons-nous? Pourquoi il ne faut pas s'en inquiéter? Parce que la peur est mauvaise conseillère. Donc si vous avez peur, vous allez être paralysé et vous n'allez pas bien réagir. Mais il faut prendre la question avec gravité, en distinguant bien les différents sens du mot genre, en distinguant bien le sens usuel acceptable, le sens social acceptable, avec cette brèche idéologique et puis le sens carrément idéologique ou subversif. Donc, il faut prendre la question avec gravité, surtout après ce que je vous ai dit sur les programmes scolaires. Mais on peut considérer aussi que ce débat qui a lieu en France est une chance pour nous. Vous allez dire, vraiment, je suis provocante. Pourquoi ce serait une chance? Parce que c'est l'occasion de se poser deux questions qu'on ne se pose plus depuis très longtemps. Les questions posées justement par l'idéologie du genre. La première question, c'est l'unité de la personne humaine. Corps, intelligence, cœur. Et vous voyez que dans l'idéologie du genre, le corps ne compte pas, c'est même une contrainte. L'intelligence est remplacée par la volonté, c'est l'individu qui dit qu'il veut être. Et le cœur, c'est le lieu des désirs qui ne sont pas fondés sur la réalité. Et c'est vrai que la nature limite les désirs. Le corps sexuel limite les désirs. Et oui. Donc l'unité de la personne humaine, corps, intelligence, cœur. Le corps n'est pas un bien matériel à côté du moi. Je suis mon corps, je suis mon intelligence, je suis mon cœur. Le corps, c'est l'enveloppe de la personne. C'est ce que je vois de la personne. Je ne vois pas l'intelligence d'une personne. Je vois des effets de l'intelligence. Je ne vois pas le cœur de la personne. Je vois des manifestations de son affection, de son amitié, de son amour, ou de ses émotions. Et d'ailleurs, ces émotions transparaissent dans le corps. Donc on voit bien le lien entre intelligence et corps, entre cœur et corps. On voit bien quand quelqu'un réfléchit, quand il est dans une réflexion de son intelligence, un exercice de son intelligence, ça se voit. Mais ça se voit justement dans le corps.
le lien entre corps, intelligence et cœur. La deuxième question, c'est l'unité de l'homme et de la femme. Les féministes du genre nous accusent, on peut le dire, ou en tout cas pensent que nous enfermons l'homme et la femme dans une conception essentialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si on croyait qu'il existe une nature humaine femme et une nature humaine homme, et que donc il n'y aurait rien à voir entre les deux. Et elles disent même que être femme, ce n'est qu'une question de nature, donc de corps sexuel. Or, en fait, il n'existe qu'une seule nature humaine, une seule, qui ne s'exprime jamais selon le mode neutre, mais selon le mode homme ou femme. Et c'est d'ailleurs ce qui fonde l'égalité de l'homme et de la femme. Égalité des droits et égale dignité. Alors, même si c'est vrai qu'il a fallu attendre 1970 pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes dans l'exercice de l'autorité parentale. Mais attention, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas écrit qu'elle n'existe pas. Il a fallu que j'arrive en fac de droit pour apprendre que mes parents n'avaient pas les mêmes droits. Là, je ne le savais pas, parce que je ne le voyais pas. Parce que mes parents prenaient les décisions ensemble en ce qui concernait nos activités dans nos écoles, les activités extrascolaires, etc. Et une personne m'a aidé à comprendre ça, c'est Alexandre Solzhenitsyn. Il dit ceci dans son discours à Harvard en 1978. Les hommes ont besoin de lois lorsqu'il n'y a plus de mœurs. Les hommes ont besoin de lois lorsqu'il n'y a plus de mœurs. Ça veut dire que quand on n'est plus capable, entre hommes et femmes, entre personnes, d'avoir de la considération les uns pour les autres, du respect les uns pour les autres, et justement le respect de cette égalité dans les responsabilités éducatives, alors il faut des lois qui viennent rappeler ce qui devrait se vivre au quotidien. Pourquoi nous avons eu des lois sur les personnes handicapées? Parce qu'ils ont été complètement mis de côté. Vous voyez, les hommes ont besoin de lois parce qu'il n'y a plus de mœurs, c'est-à-dire plus de manière humaine de vivre entre nous. C'est grave cette phrase. Et pourquoi il y a tant de lois aujourd'hui? C'est que nous avons complètement perdu le sens du vivre ensemble et le sens du bien commun. Mais je maintiens, cette question du gender, c'est justement une chance, parce qu'on ne se posait plus les questions. Et moi, je vois le rythme des conférences que je donne dans toute la France, vous me direz, bon, la salle est pleine, c'est toujours ça. Parce que maintenant, c'est à vous d'aller vers les autres. Comment faire? Que faire? Que faire? Voilà. Se former pour être capable de répondre à ces questions. Se former pour agir avec d'autres parents. Vous partez à 2 ou 3, d'une manière organisée ou d'une manière informelle, peu importe, c'est pas ça l'essentiel. Mais se former pour répondre à ces 2 questions, l'unité de la personne humaine, l'unité de l'homme et de la femme, c'est indispensable. Et puis agir auprès de parents qui peut-être sont plus loin de ces réflexions. Auprès des enseignants. Je salue d'ailleurs les enseignants qui sont là ce soir, et les chefs d'établissement qui sont là ce soir. Il y a un dialogue qui est possible entre les parents et les enseignants sur ces questions. On ne peut pas dire que l'éducation, c'est seulement les parents. Ils sont premiers éducateurs. Mais ils délèguent leur responsabilité à l'école. Alors certains disent qu'il faudrait que l'école ne fasse que de l'instruction. Attention, on n'est pas schizophrène. L'instruction participe à l'éducation de nos enfants.
Sinon, on est dans une espèce de séparation, de dissociation. Et donc, les parents délèguent leur responsabilité d'éducateur à des enseignants. Il vaut mieux qu'il y ait un dialogue entre parents et enseignants, si on veut que ça se passe bien. Mais il faut que ce dialogue soit respectueux. Si on arrive avec notre étendard en disant aux enseignants, aux chefs d'établissement, je vais vous dire, moi je sais, c'est perdu d'avance. Parce qu'on peut être sensible à une question, mais peut-être pas à toutes. Et donc le dialogue est important. Et puis, se former pour agir, donc une action constructive. Le but, c'est justement de faire en sorte que l'idéologie du genre, quand nous aurons réussi à relever ce défi de la formation et de l'engagement, alors l'idéologie du genre n'aura plus de prise sur nous. Nous, encore, nous sommes adultes, on a quelques défenses, mais nos enfants n'en ont pas. Ils sont innocents, fragiles, même dans des familles où les parents sont là. Donc l'unité de l'homme et de la femme, c'est vraiment le cœur de l'idéologie du genre. Cette unité est possible à condition de sortir du jeu séduction-domination, à condition de sortir de cette vision marxiste de la société où les relations humaines ne seraient que des relations de pouvoir. Et l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, et non pas seulement l'éducation à la sexualité, est avant tout l'éducation à l'altérité. Car l'altérité se vit dans le corps, dans l'intelligence et dans le cœur, c'est-à-dire dans l'unité de la personne même. Et elle se vit dans l'unité de l'homme et de la femme. Eh bien, ces questions-là, nous ne les posions plus. Donc, considérez que c'est une chance pour notre pays de se reposer ces questions, d'y répondre, de se former pour y répondre, et puis d'agir. Et je vois ce qui se passe dans les pays voisins, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas saisi l'occasion, justement, de se poser ces questions. Et c'est finalement, c'est cela l'éducation. Conduire vers le bien, vers quelque chose, quelqu'un qui nous dépasse. Et on peut faire ensemble, parents et éducateurs. Et finalement, le plus beau témoignage qu'on puisse laisser à nos enfants ou à nos contemporains, c'est d'être des hommes et des femmes heureux. Alors, nous avons prévu un petit temps de questions-réponses, de débat. Si vous avez des questions, faites-nous signe simplement pour qu'on puisse vous apporter le micro. Merci.